Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en avant une thématique qui nous est chère, qui est la folie. La folie, on va utiliser ce terme-là d'ailleurs dans cette présentation avec Madame Adeline Dupéret, qui est enseignant-chercheur à l'Université Aix-Marseille et qui va nous parler finalement, de l'histoire de la folie, notamment, je crois, au Moyen-Âge, mais enfin, l'histoire de la folie, la perception de la folie, notamment au Moyen-Âge. Donc, Adeline Dupéret, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Je précise pour les personnes qui se diraient, tiens, ce nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir. Eh bien, il se trouve que c'est une abonnée de la chaîne et aussi une modératrice de la chaîne, donc elle fait partie de l'équipe, donc un grand merci à elle, mais elle est aussi enseignant-chercheur, elle est aussi spécialisée dans cette période, et donc elle va nous parler de la perception de la folie au Moyen-Âge. Donc Adeline Dupéret, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'abord à titre personnel parce que c'est un honneur pour moi. Et puis aussi, ça me fait plaisir que vous fassiez une place à la littérature comme discipline de recherche. Donc, merci modestement à travers moi d'inviter la littérature chez vous. En plus, de toute façon, la littérature, parce que ça retranscrit une vision des hommes et du rapport entre les hommes, elle ne fait jamais en fait, l'économie du thème de la folie. Et c'est encore plus vrai de la littérature médiévale, parce que la littérature médiévale s'y intéresse tout particulièrement, et encore plus particulièrement mon domaine de recherche, puisque mon domaine de recherche, c'est la littérature courtoise et le roman courtois. Alors moi, je suis en effet enseignante et chercheuse à Aix-Marseille Université, dans le laboratoire du CIELAM, donc qui est le laboratoire de littérature, pour faire un gros, et dans l'équipe de recherche du QRMA, qui est l'équipe spécialisée dans la recherche du Moyen-Âge. Alors, donc, c'est un thème privilégié donc, de la littérature médiévale et c'est pour ça que je vais me permettre donc de prendre possession de l'écran ici. Donc, je vais vous partager ça. C'est pour ça que j'avais intitulé ici ce PowerPoint « Ils sont tous fous » chez Arthur, parce que vous allez voir que la folie, c'est vraiment quelque chose de prégnant dans la littérature médiévale et encore plus dans la littérature courtoise et encore plus dans le domaine arthurien. Alors, comme c'est une thématique récurrente, il y a de très grands médiévistes qui s'y sont penchés et je ne vais pas repasser derrière parce que je ne vais pas résumer des milliers de pages en quelques minutes. Alors, ce ne serait pas très intéressant et ça serait très vain surtout. Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait comme choix, c'est de partir des thématiques de votre chaîne, donc des thématiques qui sont récurrentes donc sur la chaîne des Fous de Normandie, donc la psychophobie, le trouble anxieux, l'influence de la lune, tout ça. Et parce que je voudrais qu'on arrive peut-être à faire le pont entre la médecine médiévale, qui peut nous apparaître comme très fantaisiste, comme ça parfois, et puis aujourd'hui, et peut-être aussi explorer la fascination pour la figure du fou, dont on voit bien encore des manifestations très récentes, hein, puisque par exemple il n'y a qu'à voir le succès d'un film comme le Joker. Et il me semble que dans la littérature médiévale se trouve la source de tout ça. Alors, qui sont les fous? Alors, en ancien français, il y a un terme pour ça, donc il y a folle. Hein. Folle, à l'origine, ça vient de folem. En latin, c'est le soufflet. Au début, c'est le soufflet, la bourse de cuir, et puis ensuite un ballon. Donc, c'est l'idée de quelque chose qui est plein d'air. On verra que ça a une origine physiologique, ça. Alors, le folle, c'est ce qu'on appelle un hyperonyme, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui va chapeauter toutes les catégories de fous qu'on va pouvoir trouver. En fait, il y a deux grands types de fous qui sont bien distingués par le droit coutumier. Le droit coutumier, donc on le trouve dans ce qu'on appelle des coutumiers, c'est-à-dire des grands recueils qui retranscrivent à peu près toutes les coutumes qu'on peut trouver dans une région. Le plus connu, c'est les coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, mais on parle des fous dans le grand coutumier de Normandie, je tenais à le dire quand même. Donc c'est pareil. Ah bah oui, oui. Donc, ces deux grandes catégories retentissent aussi sur le vocabulaire. Alors, il y a d'abord ce qu'on va dire les fous par nature, c'est-à-dire qu'on les appelle les fous natureux ou les pure sots. Ça concerne assez peu de personnages en littérature.
Ils intéressent peu la littérature. Il y en a un dans la première pièce comique de littérature française qu'on connaisse, c'est Le Jeu de la Feuillée. Donc il y a un personnage qui s'appelle le Dervé, c'est un jeune homme qui est fou, et en fait le ressort comique, c'est qu'en fait bon, il est atteint de délire verbal, et puis il a aussi des gestes comme ça un peu inconsidérés, et le problème c'est qu'il est le fils d'un potier, donc évidemment c'est là qu'il y a le ressort comique. Et il y a aussi un personnage qui est très très connu, qui relève de cette catégorie-là, qui s'appelle Daguenet le Fou. Daguenet le Fou, c'est un chevalier de la table ronde. Donc il y a un fou chevalier de la table ronde. Donc Daguenet, il est à la cour d'Arthur. Il est persuadé qu'il est à l'origine d'exploits, et puis on le laisse faire et tout va très bien, et tout le monde vit en bonne intelligence, et ça va. Alors, cette catégorie-là, il n'y a pas d'espoir de retour à la raison, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles la littérature ne s'y intéresse pas forcément énormément. Après, il y a le fou, on va dire, qui devient fou par accident. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est ce qu'on appelle la décompensation. Je fais une grosse erreur, je fais une bêtise, ou c'est ça? Non, la notion de décompensation en psychiatrie, c'est l'idée qu'une personne qui avait un terrain propice à développer un trouble le développe suite à un facteur de stress. Donc, ça pourrait effectivement se rapprocher peut-être de quelque chose comme ça. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, là-dedans, on va mettre les catégories. Alors, du forcené, le désvé, le désréé, à chaque fois, c'est ça. Alors, c'est l'idée à chaque fois. Vous voyez, donc, si on prend forcené, on a force, ça veut dire hors, cené, qui a du sens. D'accord? Donc, forcené qui est hors du sens. Désvé, c'est pareil que dévoyer, c'est la même chose. Désréé, c'est pareil. Hein. Donc, à chaque fois, il y a l'idée de la sortie de route. C'est-à-dire qu'on était sur la voie et on est sorti de la route comme ça. Et d'ailleurs, on dit ici d'où sens, perdre le sens aussi, pareil. C'est le signe toujours d'une nature exceptionnelle, toujours dans la littérature médiévale, et il y a toujours une guérison possible. Et très souvent sont associés d'ailleurs à cette catégorie de fous des mots qui disent également la violence, par exemple éradier. D'accord. Et enfin, Philippe de Beaumanoir, lui, dans son coutumier, distingue une troisième catégorie, et ça va nous intéresser aussi, parce que c'est une catégorie très très large. Elle va faire rentrer dedans le Nice, par exemple. Le Nice, c'est celui qui ne connaît pas les usages sociaux. Donc, par exemple, c'est Perceval qui est élevé par sa mère au fin fond des bois parce qu'elle ne veut surtout pas qu'il devienne chevalier pour qu'il ne soit surtout jamais tué au combat comme son père et ses frères. Donc, il est élevé comme un petit sauvage. Alors, du coup, il ne sait pas se conduire. Donc, quand il trouve une demoiselle et qu'elle lui plaît bien, eh ben, ma foi, il l'embrasse de force, il ne voit pas le problème. Voilà, c'est le Nice. Il y a aussi le Mélif. Alors, le Mélif, c'est celui qui est un petit peu mou, donc il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il ne répond pas aux attentes qui seraient celles de sa fonction dans la société. Il y a le fol dépenseur. Alors, lui, il est prodigue, il dépense son argent comme ça, pour tout, pour rien. Donc, globalement, c'est une catégorie dans laquelle on va faire rentrer tous ceux qui ont leur raison mais qui ne s'en servent pas ou qui ne s'en servent plus à un moment. Donc, c'est vraiment une catégorie très large. Et vraiment, c'est vraiment le terme de folie qui est employé dans ces cas-là. Par exemple, si on prend un personnage comme Palamède. Palamède, c'est un chevalier dans le roman du Tristan en prose. C'est un concurrent de Tristan. Palamède, il est amoureux d'Iseux. Évidemment, Iseux n'aime que Tristan, sinon ce ne serait pas drôle. Et un beau jour, notre Palamède, il craque et puis il écrit un grand poème d'amour à Iseux qui lui répond très exactement, il faut bien prendre le terme folie au sens plein. Elle lui dit folie n'est pas vasselage. C'est-à-dire qu'elle lui dit la folie, c'est le contraire de la noblesse. Vous vous conduisez de manière indécente parce que vous vous conduisez de manière contraire à ce que vous êtes. Vous êtes un noble et vous vous conduisez de manière folle. Donc, c'est contraire à la noblesse ou contraire à ce qu'on est? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est un chevalier, donc un noble en règle générale au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui vous arrive par le sang. Donc en fait, c'est ce que vous êtes.
Vous êtes intrinsèquement noble, voilà, c'est comme ça. Et donc, si vous vous conduisez contrairement à ce que vous êtes, donc à la noblesse, eh bien en fait, vous êtes contre nature. Donc, vous donnez l'antithèse de ce que vous êtes. Donc là, c'est ce qu'elle lui dit. En vous conduisant de manière ici indécente, eh bien, vous agissez de manière folle, mais proprement folle. De la même façon, le chevalier qui est atteint de fureur, vous savez, le fureur, c'est cette manière dont le chevalier sort de lui-même. C'est ce qui fait qu'il est capable de produire des exploits, parce que si on n'est pas dans Comme une fureur? Oui, ça va donner le mot fureur, c'est exactement ça. Et donc, en fait, on ne se possède plus complètement, donc c'est quelque chose qui fait qu'on sort de soi-même, mais en même temps, le chevalier qui est dans cet état-là, certes, il est capable d'exploits, mais il est toujours menacé d'être ce qu'on appelle outrecuidier. Dans outrecuidier, on entend la même chose que dans outrecuidance, c'est-à-dire, en fait, on se pense plus que ce qu'on est. Et donc, en fait, on dépasse sa condition, mais c'est aussi le risque d'être orgueilleux. Et donc, vous voyez que ici, tout ça, ça relève davantage de la morale sociale, de la transgression de la morale sociale, mais le Moyen-Âge classe cela parfaitement dans la folie. Donc, vous voyez qu'en fait, la catégorie du fou au Moyen-Âge, elle est beaucoup plus labile que ce que nous, on pourrait concevoir. Et en fait, du coup, l'idée qu'on pourrait avoir, vous savez, la personne qui me dit « moi, je n'ai pas besoin d'un psy, moi, je ne suis pas fou hein, », en fait, au Moyen-Âge, ça serait beaucoup moins tenable comme façon de parler, parce qu'en fait, on considère vraiment qu'on est tous sur une espèce de ligne de crête comme ça, et qu'on peut à tout moment basculer dans la folie. On est tous là. Et en fait, ça ne vous dévalorise jamais définitivement. Si on prend le personnage qui est peut-être le plus valorisé de la littérature médiévale, celui qu'on considère comme le meilleur chevalier du monde, et c'est son titre, c'est Lancelot. Lancelot, il fait pas moins dans toute sa vie, pas moins de 3 crises de folie furieuse absolue. Et puis, régulièrement, il a des absences, il perd le contrôle, il perd pied avec la réalité. Pourtant, c'est le personnage le plus valorisé qui soit. Donc, c'est pas du tout, vous voyez, donc c'est l'anti-psychophobie. Oui, oui, ce qui est intéressant, c'est que ce troisième pied du trépied, ça se résume à être fou pour ce troisième pied, c'est ne pas être tel qu'on devrait, tel qu'on est vraiment. C'est ça. Ouais, Dès lors c'est intéressant. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on perd comme faculté quand on est fou? Donc, pour le Moyen-Âge, on perd une forme d'intelligence, on perd une faculté de percevoir le monde tel qu'il est aussi. Et il y a aussi quelque chose de très, très important pour le Moyen-Âge, c'est la mémoire, perdre la mémoire. Ça, on en a un bon exemple ici. Là, justement, c'est Lancelot. Donc, Lancelot arrive… C'est lequel, là, Lancelot? C'est celui au fond, au milieu? Non, c'est celui qui est ici en rouge. En fait, il descend de cheval, il arrive dans une clairière, il y a des gens qui sont en train de danser une carole, c'est-à-dire une espèce de ronde comme ça, en chantant une chanson sur la reine Guenièvre. Et il s'approche et il perd complètement la notion du temps, de qui il est, de ce qu'il fait, etc. Et en fait, cette espèce de cercle montre une espèce d'enfermement dans la folie comme ça, et en fait, il perd la mémoire. Et cette idée de perte de mémoire, c'est vraiment extrêmement important pour le Moyen-Âge parce que c'est une société qui repose sur la mémoire. Parce que ne serait-ce que la société pyramidale, qui est la société féodale, elle repose sur l'idée du serment. C'est-à-dire que c'est un serment qu'un seigneur et un vassal se font l'un à l'autre. S'il n'y a pas de mémoire, en fait, tout le fondement de la société s'écroule. Et donc, ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la conception de la folie. C'est pour ça que donc pour la troisième folie de Lancelot, par exemple, on le dit bien, d'où tout perdu le sens et le mémoire qu'il se doit avouer. C'est-à-dire il a complètement perdu à la fois le sens et la mémoire qu'il avait auparavant, de ce qu'il avait auparavant. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Sur ce point-là, ce n'est pas directement lié, mais il y a eu une époque où la schizophrénie était présentée comme la démence précoce. Dans ce terme de démence précoce, ce n'était pas explicitement
voulu de parler de la mémoire, mais il n'empêche que dès l'époque, quand le terme de démence précoce était utilisé, il y avait aussi dans la démence cette notion de perte de mémoire. Donc c'est intéressant, c'est pas exactement la même chose, mais je pense que c'est intéressant de le souligner. Ben, je pense, oui, parce que c'est certainement très lié, en fin de compte. Hein. Il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait eu comme ça de franches ruptures. Donc, alors, le fou, donc, il se signale toujours par le fait d'être à la marge. Alors là, je vous montre un très, très beau manuscrit enluminé, donc, qui est un manuscrit toujours du Lancelot. Donc, un manuscrit enluminé, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. C'est un investissement patrimonial. Hein. Un manuscrit comme ça, c'est extrêmement cher. Je sais pas, c'est comme si on investissait dans un tableau de maître ou je sais pas, dans une Ferrari par exemple, pas seulement pour la conduire, mais parce qu'on se dit aussi que c'est un investissement en termes de rentabilité sur le long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très très concerté. À la fois dans le choix des textes qu'on y fait, mais aussi dans tout le programme iconographique qui est à l'intérieur. Et dans les manuscrits les plus riches, on a non seulement donc, évidemment le texte, on va avoir des lettrines, donc ces grandes lettres qui ouvrent le texte comme ça, des enluminures, mais on a aussi ce qu'on appelle des marges ornées, hein, donc les décorations marginales qu'on a là. Je vous ai fait un gros plan. Et alors, on peut avoir des choses qui vont être des entrelacs, mais on peut avoir aussi des choses un petit peu plus signifiantes. Et là, on voit que dans les marges ornées, on va avoir des petits monstres, des petits singes qui miment les conduites humaines. Et puis, on a aussi des fous. Et en fait, c'est vraiment cette idée que le fou, c'est pas qu'il n'a pas sa place. Il est dans le cadre, il est dans le manuscrit, mais il est à la marge. Voilà. Et ça, c'est l'exacte place du fou. C'est-à-dire que, en fait, la pagination du manuscrit, et c'est significatif que ce soit aussi un manuscrit du Lancelot, c'est là qu'est la place du fou. Donc, il a sa place, mais c'est une place voilà, un peu à côté, en parallèle. Donc, c'est la place de la fantaisie, de la diversité, voilà, c'est l'idée de la diversité. Il n'est pas exclu. Le fou au Moyen-Âge n'est pas exclu. Il fait partie de la société. Et effectivement, c'est un plaidoyer, vous avez raison, pour la neurodiversité. C'est-à-dire que il a une utilité, il est différent, c'est vrai. Il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit exactement comme les autres, mais il a sa place et il fait partie de la société. Il a son utilité. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être si on a le temps. Vous me dites après si je suis trop longue, je couperai sur les traitements. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Alors, d'où vient la folie pour le Moyen-Âge? Alors, en fait, le Moyen-Âge a une approche qui est physiologique avant tout de la folie. La folie, c'est un dérèglement des humeurs. Alors, c'est ce qu'on appelle la dyscrasie. Dys comme dans dyspraxie, dyslexie, etc. Donc ça vient de la théorie des tempéraments que le Moyen-Âge hérite de Galien. Donc Galien, qui est un médecin grec du IIe siècle, qui lui-même hérite cette classification d'Hippocrate, hein, que les médecins connaissent bien, qui donc lui-même est un médecin grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une humeur déjà? Enfin, peut-être parce que bon, je suppose que vous connaissez ça par cœur, mais en fait, peut-être il y a des gens pour qui c'est pas très clair. Les humeurs, en fait, sont des fluides. En fait, il faut comprendre le corps comme une espèce de réceptacle dans lequel il va y avoir 4 fluides qui doivent être à l'équilibre les uns par rapport aux autres pour que nous soyons en bonne santé. Alors, c'est dans un système très très carré, parce que vous allez voir qu'en fait, on a 4 humeurs qui vont correspondre à 4 propriétés, qui vont correspondre aux 4 éléments, et donc on va avoir 4 types de tempéraments qui vont correspondre. Donc, tout d'abord, il y a une première humeur qui est la bile. Ses propriétés donc, sont le chaud et le sec. L'élément qui lui correspond, c'est le feu, et le tempérament qui lui correspond, c'est le tempérament dit bilieux ou colérique. Alors, le tempérament bilieux ou colérique, on le reconnaît au fait qu'il est toujours tendu comme ça, il est énervé, il explose pour un oui, pour un non, enfin, donc il est très, voilà, toujours dans la tension comme ça. Il y a également donc l'humeur du sang, qui correspond aux propriétés du chaud et de l'humide, dont l'élément est l'air.
et qui correspond donc au tempérament sanguin. C'est un terme qu'on a toujours. Alors, le sanguin, c'est pas qu'il n'est pas capable d'explosivité, mais il n'explose pas de la même façon que le colérique. C'est-à-dire qu'en fait, le sanguin, il est par nature plutôt jovial, il est joyeux, il a toujours envie de faire plein de trucs, il est tout le temps en mouvement, il a une petite tendance hyperactive, le tempérament sanguin, et il est impulsif. Donc, en fait, quand, voilà, par exemple, il y a un truc qui l'énerve, ça lui fait bim, comme ça, et boum, il va exploser, et après, il va revenir à la normale. Mais donc, ça, c'est le tempérament sanguin. Ensuite, il y a l'humeur du flegme, qu'on appelle aussi la lymphe, qui correspond aux propriétés du froid et de l'humide, dont l'élément est l'eau. Et on va avoir... Alors, nous, maintenant, on fait la différence entre phlegmatique et lymphatique. Donc, au Moyen-Âge, dans la théorie des tempéraments, c'est la même chose. Le phlegmatique et le lymphatique, ça veut dire exactement la même chose. C'est un excès de flegme et c'est plutôt des tempéraments un peu mous. Mais le flegme, c'est nos amis anglais. Froid et humide et de l'eau, excusez-moi, c'est nos amis anglais. Et en fait, l'idée du spleen, le spleen qui est une création anglaise, qui est reprise ensuite par Baudelaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est une réaction à l'excès de froid et d'humidité. C'est ce qu'on ressent quand on est face à la pluie qui tombe, qui tombe, qui tombe. Vous voyez ce genre? Et ben c'est le spleen. Et le spleen, en fait, c'est un excès de flegme. Et le flegme, pourquoi ça nous vient? Parce que c'est l'eau, c'est le froid, l'humide. C'est exactement de ça que ça vient. Donc, vous voyez, ça, c'est 18e, 19e siècle. Hein. Donc, ça nous est resté longtemps. Enfin, donc, il y a la bile noire, hyper importante, qui donc, correspond au froid et au sec. L'élément, c'est la terre. Et donc, ça va correspondre au tempérament atrabiliaire. Atra, ça veut dire noir, biliaire, donc qui a la bile noire, et c'est le tempérament mélancolique. Alors, ça, donc, on a tous ces 4 humeurs. On en a tous, malgré tout, une qui va avoir tendance à prédominer, mais normalement, elles doivent être à peu près à l'équilibre. Le problème, c'est que va arriver une donnée supplémentaire qui est les passions. Alors, qu'est-ce que c'est que les passions? Attention, ce n'est pas seulement la passion amoureuse. Ce n'est pas je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tu perds. La passion, c'est les mouvements qui se produisent à l'intérieur de nous. Par passion, on va comprendre à la fois les sentiments, les émotions. Et le déséquilibre peut être ou causé ou renforcé par justement le déséquilibre des passions. Donc, l'exemple typique, c'est le chevalier qui pense qu'il n'est plus aimé de sa dame et boum, et il va avoir un déséquilibre et ça va créer donc un dysfonctionnement. Et on voit très bien que de toute façon, il y a un glissement qui est très aisé de la passion. Passion, ça vient de patior en latin. Patior, ça veut dire je subis. Donc, puisqu'on subit, en fait, on est déjà dans l'idée de la dépossession de soi. Donc, on voit très bien que la frontière est assez floue, en fait, finalement, avec la folie. La folie, c'est une passion exacerbée, en fait. Alors, donc cet excès cette passion qui va provoquer un excès humoral va arriver à une dyscrasie mentale qui va se répartir selon l'humeur qui est en excès. Donc, la frénésie, tout d'abord, c'est un excès de bile qui échauffe le sang. Alors, il y a des manifestations qui sont bien identifiées, les insomnies, les angoisses, l'alternance entre le rire et les pleurs, l'agitation. On va grincer des dents, remuer la tête de manière compulsive, le délire verbal. L'excitation peut aller jusqu'à la colère et jusqu'à l'agressivité, que cette agressivité se tourne vers soi ou vers les autres. Et on dit que c'est une folie avec fièvre et agitation. Le tempérament flegmatique, donc quand le flegme est en excès ou la lymphe est en excès, il y a une folie avec fièvre et abattement. Et là, on voit très bien ce que ça donne, c'est-à-dire on n'a plus envie de rien, on se traîne, on est tout mou, quoi. La bile noire, elle, en excès, va créer donc la mélancolie, donc qui est une folie sans fièvre et avec abattement. Elle associe la crainte et la tristesse avec une tendance à l'angoisse. Elle peut se manifester par de la boulimie, par de l'anorexie, par une alternance des deux, ou par des hallucinations, par de l'isolement, voire la volonté de mourir. Donc et enfin, il y a la manie, donc, qui est une folie sans fièvre et avec excitation, mais
en fait, assez rapidement, dans les traités médicaux, la manie va déjà être captée par la mélancolie. En fait, très vite, les deux vont se confondre. Et d'ailleurs, d'une manière générale, au XIIe et XIIIe siècle, petit à petit, la mélancolie va se mettre à absorber les autres catégories de folie, en fait, et elle va devenir complètement hégémonique, et en littérature en particulier, ça se voit très très bien. C'est-à-dire que quel que soit le type humoral auquel appartiennent les héros au départ, en fait, ils finissent tous par devenir des mélancoliques, et toutes les manifestations de folie commencent par de la mélancolie. C'est vraiment quelque chose, la mélancolie, on va dire, c'est 90% des crises de folie des héros dans la littérature. Et alors, juste une remarque et puis une question. La première remarque, c'est pour nos amis qui sont parfois peut-être un petit peu tatillons, on précise bien que ça, ce n'est pas des données actuelles de la médecine, hein, c'est ce qui était cru à l'époque, hein, d'accord? Donc ça, je précise bien parce que parfois, on a des gens voilà, un petit peu rigides là-dessus, donc on vous rassure, hein, ce n'est pas l'état actuel des connaissances. Et une question, moi qui suis comme tout le monde, je pense, grand fan de la série Kaamelott. Qui n'est pas fan de la série Kaamelott? Je ne sais même pas, d'ailleurs, ça serait suspect, je pense. Il faudrait créer une pathologie pour les gens qui ne sont pas fans de la série Kaamelott. On a notre bon roi Arthur, qui évidemment, Kaamelott, c'est pas les textes au sens le plus strict du terme, des différents textes du roi Arthur, mais on sait qu'à un moment donné, il fait une grande dépression, une grande mélancolie. Alors, est-ce que ça pourrait correspondre à ça? Est-ce que dans les textes authentiques, entre guillemets, de la légende arthurienne, est-ce qu'il y a ça chez Arthur? Alors, Arthur ne fait pas de grandes crises de mélancolie bien identifiées, mais il a des moments où il se conduit de manière tout à fait inconvenante, et il dysfonctionne. Alors là, on rejoint la troisième catégorie dont on parlait auparavant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il tombe amoureux d'une autre femme que sa femme. Alors, il se dit, écoutez, il y a un moyen bien pratique, hein, on va faire accuser Guenièvre d'usurpation du trône, puis on va la mettre sur le bûcher, et comme ça, terminé, basta. Il a des petites tendances psychopathiques, alors. Il est plus psychopathe qu'hypersensible, alors, dans le texte original. Oui. Lui, effectivement, donc, il est plutôt comme ça, en effet. Hein, donc, mais quand même. Ouais. Mais ils ont tous, hein, il n'y a pas un héros dans la littérature arthurienne qui y échappe. Hein. Et de toute façon, Alexandre Astier est un très fin connaisseur de la littérature médiévale. C'est vraiment quelqu'un qui connaît ça, mais extrêmement bien. Donc, qu'il le reporte sur son personnage, ça n'est pas très étonnant. Et d'ailleurs, si on regarde, par exemple, quelqu'un comme John Bowman dans Excalibur, il fait dépérir le roi Arthur de mélancolie. Enfin, donc, il y a quelque chose qui est très, très, très lié comme ça à la légende arthurienne, de toute façon. Bon, on n'en peut plus d'attendre le film Kaamelott. Hein. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Voilà. Peut-être qu'Alexandre Astier va écouter voilà. cette supplique et arrête. Alors, on en était donc à l'idée qu'il y avait un point de vue physiologique sur la folie. Il faut quand même pas trop trancher les choses non plus, parce que en fait, il y a quand même une folie qui est une folie qu'on va dire originaire, qu'on considère comme originaire, c'est la chute avec un grand C, c'est-à-dire la chute du paradis terrestre. Le péché originel que le Moyen-Âge comprend, alors au départ comme un péché d'orgueil, conformément à la théologie, mais que depuis saint Augustin, on considère aussi comme étant le péché de luxure. Et ça va avoir aussi son importance dans la folie un peu plus tard. Et donc, on considère que la chute, c'est la première grande folie de l'homme. Et donc, du coup, on voit que quand même, dès le départ, l'idée de folie est un peu liée à l'idée de péché. Et donc, ça va avoir aussi son importance dans la conception qui va être celle de la folie. Alors, c'est cette double perspective, à la fois physiologique et en même temps pécamineuse, qu'on va trouver dans un motif récurrent du roman courtois, qui est le genre dans lequel on va retrouver le plus la folie telle qu'on l'imagine maintenant, avec le héros chevalier qui perd la raison.
Donc ça, on en a des tas d'exemples. Alors là, vous avez, avec une massue, c'est Tristan. Tristan qui est en train de s'en prendre à des bergers et qui est en train d'assommer joyeusement. En dessous, là, alors peut-être qu'on ne le voit pas parce que je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais en fait, en rose, là, c'est Lancelot. Il a des pierres et il est en train de les jeter sur une dame, en fait. Donc, il y a Tristan, il y a Lancelot, il y a Yvain le chevalier au lion, il y a Perceval aussi qui est pris de forme de folie, Amadas qui est un petit peu moins connu. Enfin, bon, c'est vraiment quelque chose d'absolument récurrent, c'est quelque chose qu'on trouve extrêmement souvent. Alors, ces héros, ils ont deux caractéristiques et les deux ont leur importance, ils sont à la fois chevaliers, ils sont amoureux. Alors pourquoi chevalier c'est important? Parce qu'on l'a vu, c'est lié à la notion de fureur. Et le fureur, depuis la tradition antique, est lié à la bile noire. C'est la mélancolie qui se transforme en fureur sous l'action d'une émotion violente. Donc ça, c'est Cicéron qui nous en fait part dans les Tusculanes. Il nous dit ce que nous entendons par fureur, les Grecs l'appellent mélancolia. C'est à ce genre de trouble que nous pensons quand nous disons qu'Atamas, Alcméon, Ajax ou Oreste sont atteints de fureur. Donc, ce sont les grands héros antiques, ce sont des mélancoliques. Et en parlant de ça, donc Cicéron en fait référence au problème 30 d'Aristote. Ce problème 30, il est resté célèbre, d'abord parce qu'il incrimine la bile noire dans la folie furieuse, mais aussi parce que c'est le problème dans lequel Aristote fait le lien entre mélancolie et génie. Et on voit comment tout ça fait un package. Alors, je vous le lis quand même parce que c'est important. Donc, pourquoi tous les hommes qui se sont illustrés en philosophie, en politique, en poésie, dans les arts, étaient-ils bilieux, et bilieux à ce point de souffrir de maladies qui viennent de la bile noire, comme par exemple on cite Hercule parmi les héros. Il semble qu'en effet, Hercule avait ce tempérament. C'est aussi en songeant à lui que les anciens ont appelé mal sacré les accès des épileptiques. Ce qui prouve cette disposition chez Hercule, c'est sa fureur. On en dit autant d'Ajax et de Bellérophon. L'un en devint tout à fait fou et l'autre ne cherchait que des solitudes. Bon nombre de héros semblent avoir souffert des mêmes affections que ceux-là. Parmi les modernes, Empédocle, Platon, Socrate et une foule de personnages illustres en étaient là. Il en est de même de la plupart des poètes. Donc ça veut dire qu'en fait, le furor mélancolique, c'est le furor des guerriers, mais c'est aussi celui du génie poétique au sens large. Poétique au sens je crée de la poésie ou je crée de la poésie lyrique, peu importe, c'est je crée. Et ça va donner lieu au prototype du chevalier courtois qui est Tristan. Tristan, c'est une espèce de modèle, en fait, donc on peut vraiment s'en servir pour modéliser tous les autres. Et qu'est-ce qu'il est? Il est chevalier, amoureux, poète, les trois. Il faut mettre des traits d'union. Et ça, c'est tout à fait typique du chevalier romanesque. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment propre à ma matière, à moi, parce que le chevalier épique, lorsqu'il devient fou, il relève plutôt de la troisième catégorie dont on parlait. C'est-à-dire que Roland, en effet, quand il refuse de sonner du corps parce qu'il dit oui, on va se débrouiller, l'arrière-garde va tenir bon et puis on n'a pas besoin de Charlemagne, il fait preuve d'outrecuidance. C'est une forme de folie pour le Moyen-Âge, mais ce n'est pas la même. C'est pas du même ordre pour nous, quoi. Alors Tristan, c'est très simple, on le voit bien de toute façon, il porte la mélancolie dans son nom même. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, Tristan, triste. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc, on a bien un type mélancolique, c'est-à-dire qu'il est vraiment conçu comme ça, c'est une bénédiction pour expliquer. Alors, pour le chevalier, on va voir à chaque fois, la folie, c'est une espèce de passage par la mort. En fait, c'est une épreuve initiatique qui est nécessaire sur le chemin de l'héroïsme. Et cette mort, c'est avant tout une mort sociale, en fait. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, il devient l'antithèse de l'homme de cour. Et donc de l'homme tout court, parce que dans le roman Courtois, l'humanité complète, elle est courtoise. Parce que la cour, c'est l'endroit où on fait société idéale, où on apprend où on a les rapports humains les plus complets, basés sur un raffinement des mœurs et sur le fait d'être en harmonie avec les autres. Ça, c'est l'idéal de la cour. Et donc, le fou, lui, c'est celui qui va se conduire de manière contraire à ça. Donc, comment ça va se manifester? Par exemple, alors bon, on voit, déjà, il y a une conduite qui est contraire à celle qu'il devrait avoir, puisque normalement, on est censé sauver les dames et pas leur jeter des pierres, donc on va éviter. Le fou va, au lieu d'avoir de beaux vêtements qui font que on est agréable à regarder, etc.,
Il va se promener nu. Alors bon, là, Lancelot, on l'a couvert d'une chemise quand même par pudeur, mais bon, il va nu. Alors on comprend bien, hein, parce que d'abord, il va avoir tendance à lui-même arracher ses vêtements, et puis aussi parce qu'il a une tendance erratique. Alors comme il va vagabonder dans la forêt comme ça, au bout d'un moment, les vêtements, il n'en reste plus grand-chose. Sa parole, elle est déréglée, voire il est atteint d'aphasie. Du coup, pour le Moyen-Âge, il y a vraiment cette idée de perte de quelque chose qui est essentiel à la nature humaine. Quand on est aphasique, en fait, on s'approche de ce qu'on appelle les bêtes mues, c'est-à-dire les bêtes muettes. Et donc, il y a quelque chose de la perte de l'humanité là-dedans. Qui plus est, le fou se nourrit de viande crue, par opposition au pain, qui est l'aliment transformé, donc qui est l'aliment propre aux hommes. Et du coup, les héros deviennent étrangers à leur nature. Et ça, on en voit une preuve narratologique dans le fait que on ne les reconnaît plus. Alors, bon, quand ils errent dans la forêt, ils errent dans la forêt depuis des lustres, qu'ils sont amaigris, qu'ils sont sales, qu'ils sont hirsutes et qu'ils sont nus, on peut se dire que bon, on a des excuses pour ne pas les reconnaître. Mais il faut, en fait, c'est beaucoup plus significatif quand, par exemple, Lancelot, on le récupère, on le nourrit, on le lave, on le rase, on lui redonne la santé du corps. Et pour autant, lorsque Bohort, qui est son cousin, mais qui en fait qui est élevé comme son frère, en fait, ils ont ce rapport-là, le retrouve, et ben malgré ça, il est incapable de le reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, l'aliéné, il devient complètement étranger à lui-même à tel point qu'on ne peut pas le reconnaître. Il est devenu étranger à lui-même et pour autrui. Alors ça, on va dire que c'est vraiment le versant complètement négatif de la folie, mais en fait, il faut bien se dire que dans le roman Courtois, il n'est pas donné à tout le monde d'être fou. Et là, on retrouve l'influence du problème 30 d'Aristote. C'est-à-dire que, oui, il y a une vraie ambivalence de la notion de folie. Hein, le roman Courtois est élitiste, hein, on l'a vu. Hein, on s'intéresse à la cour, le reste, peu importe. Hein, et donc, c'est l'idée qu'il faut une sensibilité et une intelligence particulière pour être fou. Enfin, en tout cas, pour le devenir. On ne parle pas du fou natureux, mais de celui qui perd la raison à un moment donné. Et du coup, ça aussi, ça explique le lien entre amour et folie. Parce que dans les romans courtois, le principe de l'amour courtois, c'est que c'est un amour électif. C'est-à-dire qu'en fait, on aime et on est aimé parce qu'on mérite de l'être. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, on voit que se pose l'équivalence entre nature exceptionnelle, amour, folie. Tout ceci avec des signes égaux entre. Alors ça, ça trouve son origine dans la lyrique occitane, c'est-à-dire la poésie des troubadours, qui est l'origine de la courtoisie, dans laquelle on trouve très très tôt un jeu de mots entre amance et amens. Amance, c'est celui qui est aimant, c'est celui qui éprouve de l'amour. Et amens, alors dans amens, on voit le préfixe privatif a et mens, l'esprit en latin. Donc, c'est vraiment cette idée de, quand on aime, on est privé de son esprit, et on voit qu'il y a déjà une ambivalence aussi dans cette idée que l'amour est une folie. Pourquoi ? Parce que, alors, chez les troubadours, c'est l'idée d'abord que courtiser sans espoir, c'est une folie. Alors, pourquoi courtiser sans espoir spécialement ? Parce que le dispositif de la fine amour, c'est moi, troubadour, je vais courtiser une femme, mais pas n'importe laquelle, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est je courtise par ma poésie la femme du Seigneur. Donc, elle est inaccessible à 2 titres, elle est mariée, et en plus, bon, c'est la femme du Seigneur, donc elle est plus haut placée, donc c'est en soi une folie de l'aimer. Mais c'est aussi une folie de ne pas aimer. Pourquoi ? Parce que si on n'aime pas, d'abord, on est suspect d'hubris, c'est-à-dire une forme d'orgueil qui fait que quelque part, on s'estime quand même un peu supérieur à tout le monde et que bon, on ne va pas s'abaisser à aller s'intéresser à quelqu'un d'autre, d'une part. Et puis aussi, c'est se priver d'une forme de folie qui est la folie de l'inspiration, qui amène aux fureurs poétiques. Donc, c'est aussi une forme de folie que de s'en priver. Et donc, on est dans une espèce d'ambivalence comme ça vis-à-vis de la folie. C'est bien, c'est pas bien. De toute façon, il n'y a rien qui est bien. Donc, tout est folie. Et la plupart du temps, chez les troubadours, folia et ses dérivés ont des accointances avec l'idée donc toujours d'excès. Et chez les troubadours à tendance moraliste, ça a même tendance à être tiré du côté de la luxure, justement. Et donc tout ça va être ensuite exporté depuis la littérature doc
vers la littérature Doyle, donc dans le Nord, chez les Trouvères. Et c'est là que vont se créer les romans. Et donc, tout ça, c'est repris dans l'appareil des romans courtois. Et les romans courtois vont particulièrement mettre ça en action, parce que là, il ne s'agit plus pour les chevaliers d'écrire seulement des poèmes, même s'il y en a qui en écrivent, mais ça va se transposer vraiment dans l'action du roman. Et on va très, très bien voir, là, les manifestations vont être très, très claires, de l'idée que l'amour est une maladie. Ça vient d'Ovide. En fait, c'est quelque chose qui est... En fait, le XIIe et XIIIe siècle, on les appelle l'Aetas Ovidiana, parce qu'il y a une très, très grande influence de cet auteur antique. Et Ovide, il avait écrit les Remedia Amoris, c'est-à-dire que pour lui, l'amour, c'est une maladie qu'il faut traiter. Voilà, il faut des médicaments contre l'amour. J'ai l'habitude de dire que l'amour est un trouble du jugement, heureusement temporaire. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, Ovide, lui, il se dit qu'il faut y remédier, mais au plus vite, quoi. Donc, en fait, il donne toute une série de remèdes. Et du coup, se développe dans nos romans tout un discours sur l'éros héroïkos, c'est-à-dire le mal d'amour. Donc, on oublie de boire, on oublie de manger, on a des rêveries tristes, on se met à pleurer pour tout pour rien. Enfin bon, donc ça, c'est une catastrophe. Et l'amour mélancolique est considéré comme une maladie de l'imagination. C'est-à-dire que, mais vraiment, il faut prendre l'imagination au sens propre. C'est-à-dire que c'est l'image de l'être aimé qui devient complètement obsédante et qui fait qu'on bascule dans la folie. Donc là encore, nous ressortons notre Lancelot, parce que Lancelot, il est très typique de ça. C'est-à-dire que Lancelot, régulièrement, quand il est face à la reine Guenièvre ou face à quelque chose qui lui rappelle la reine Guenièvre, boum, blackout, et il ne sait plus du tout ce qu'il fait. Mais tellement plus que, par exemple, il la voit passer par la fenêtre, il se penche, et on est obligé de le rattraper par le fond de la culotte, parce que sinon il bascule, il ne s'en rend même pas compte. Où il est à cheval, il est en armure, le cheval part dans l'eau, il ne fait rien, et il manque se noyer, et de manière tout à fait significative d'ailleurs, celui qui va le récupérer, c'est Daguenet le fou. Donc c'est bien l'idée que finalement le fou naturel, et lui, il n'y a pas tellement de différence en fait, à partir du moment où il est pris par cette maladie de l'imagination. Et d'ailleurs, c'est Yvain qui le ramène à la cour, et Yvain, il est connu pour être un des premiers fous d'amour de la littérature arthurienne. Donc tout ceci est très cohérent, vous voyez, donc c'est cette idée-là. Et donc l'amour est une maladie qui amène à la folie. Donc il y a un double danger pour nos chevaliers, parce que nos chevaliers, ils sont du côté du fureur guerrier et du côté du fureur déclenché par l'amour qui échauffe leur tempérament mélancolique et qui les fait basculer dans la folie. Et c'est vraiment une question de physiologie, parce qu'en fait, il y a exactement la même physiologie chez l'amoureux et chez le fou. En fait, tous les deux, par exemple, ont des organismes qui sont sensibles à l'influence de la Lune. Donc, par exemple, la Lune dirige l'esprit des fous, c'est bien connu, mais elle dirige aussi les scènes d'amour, elle est le théâtre des scènes d'amour, et le filtre d'amour de Tristan et Iseult, il est à base de plantes lunaires. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée que c'est le même organisme. Et le lien donc, entre amour et folie se fait toujours par l'idée de luxure. Et dans les traités médicaux des XIIe et XIIIe siècles, la luxure est rapprochée de la lèpre. Alors, la lèpre et la luxure relèvent exactement du même type de corruption, c'est-à-dire une corruption par putréfaction. Et en fait, elles ont exactement à chaque fois le même mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, les os des lépreux sont poreux, parce qu'ils sont pourris, en fait, et ils sont pleins d'air. Et cet air monte à la tête. Et c'est exactement la même chose qui arrive à nos amoureux. Par exemple, donc, du coup, comme ça, on va faire un peu d'ancien français, comme ça, au moins les gens vont voir ce que c'est. Donc, on a ici Lancelot, ne buit ne manju, pour nul confort que l'on y fasse, et fait deuil à journée que nus ne le peut conforter. Ôte la tête vide, s'il y est monté une folie et une rage et le chief. Donc, je vous traduis quand même. Lancelot ne boit ni ne mange, quel que soit le réconfort que l'on veuille lui apporter, et il fait montre d'une telle douleur toute la journée que personne ne peut le consoler. Et il avait la tête vide, et il lui est monté à la tête folie et rage.
Donc, il y a vraiment cette idée de j'attaque vite, puis hop, ça monte, et du coup, je perds le sens. C'est vraiment le même processus physiologique chez les lépreux et donc dans le cadre de l'amoureux, et c'est ce qui déclenche la folie. Donc, on voit bien que l'amour, déjà en soi, il est dangereux, mais alors l'amour contrarié, c'est pire que tout. C'est ce que nous explique Hildegard de Bingen, qui est une abbesse bénédictine du XIIe siècle et qui était également médecin. Donc, il y avait des femmes médecins, on dit. Donc, les mélancoliques ont de grands os contenant peu de moelle, laquelle toutefois brûle si fort qu'elle les rend envers les femmes aussi incontinents que des vipères. Ils sont excessivement luxurieux et immodérés avec les femmes, comme des ânes, c'est cadeau, à tel point que l'interruption de leur débauche pourrait aisément les rendre fous, et leur étreinte est odieuse, tortueuse et mortelle comme celle des loups sauvages. Donc on voit qu'on a là encore une nouvelle équation qui se dessine, c'est amour égale luxure égale lèpre égale folie. Voilà. Et tout ça, c'est équivalent. Alors, la figure du chevalier amoureux, elle se rapproche malgré tout d'une autre figure, c'est celle, donc on l'a vu, puisque le furor, c'est aussi le furor poétique, eh bien, c'est vraiment, il y a des liens avec la figure du poète via la notion d'acédie. L'acédie, c'est cette forme particulière de mélancolie qui est propre à l'intellectuel. Pourquoi ? Parce que l'intellectuel, il réfléchit trop. Comme il réfléchit trop, il doute de tout. Comme il doute de tout, eh ben ça ne va pas. Et c'est pour ça que quand vous parlez de folie du doute, moi, instantanément, me vient à l'esprit l'idée d'acédie. En fait, le Moyen-Âge pense la mélancolie comme intimement liée à cette idée de doute. Et donc, qui provoque la mélancolie. Et la figure du chevalier fou, c'est aussi celle de l'intellectuel mélancolique. Donc, c'est une figure de créateur et de poète. Et c'est pour ça que, moi, il me semble que vraiment, on a cette ambivalence de la notion de folie qui est intrinsèquement à l'origine de notre littérature, parce que le fou, c'est celui qui touche aux confins de l'humanité, à la fois par le haut et par le bas. Et donc, du coup, vous voyez, c'est celui qui attaque aussi la réalité de biais, comme le poète, et comme il l'attaque de biais, et bien quelque part, il la voit plus juste. Mais donc, il est là, il est en haut, en bas, il n'est jamais au milieu, il est dans les marges, en haut et en bas. Alors, maintenant, les traitements quand même, parce qu'on va finir quand même sur l'idée qu'on peut guérir quand même. Alors, le fou, au Moyen-Âge, il n'est pas enfermé. Ça, c'est une idée qu'on se fait toujours, et non. Donc, on l'a dit, par exemple, Daguenet, à la cour d'Arthur, même si, par ailleurs, il peut se montrer parfois dangereux, parce que ça lui arrive de s'en prendre à certaines personnes, il ne vient à l'idée de personne de se dire on va enfermer Daguenet quelque part et basta. Non, pas du tout. Lorsque Tristan, qui joue le fou Tantris, arrive à la cour de Marc, Marc dit « Oh, mais il est bien sympathique ce fou, c'est très très bien, tiens, on va le garder, tiens. » Il y a vraiment cette idée de faire une place au fou. Alors, donc il est marginal, mais il n'est pas privé de sa liberté. Et ça, c'est quelque chose qui viendra à la Renaissance, avec la Nef des Fous, d'abord, et ensuite, à l'âge classique, surtout à l'âge classique, c'est vraiment à partir du XVIIe siècle qu'il y a ce point de bascule, avec la commutation des léproseries en hôpitaux. En hôpitaux, d'abord, où on soigne les maladies vénériennes, donc ça, je vous renvoie à Michel Foucault, puis, du coup, comme c'est les maladies vénériennes, eh bien, on va dire que ça va s'étendre à tout ce qui trouble l'ordre public, et conséquemment, les fous. Hop, et on met tout ce petit monde-là ensemble dans un asile, on ferme à clé et on n'en parle plus et on oublie. Ça, ce n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge. On ne va à la limite enfermer un fou que s'il représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Et on va l'enfermer avec toutes les précautions qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui faire mal, il faut pas, voilà. Il peut éventuellement faire l'objet de moqueries, de brimades, mais on doit prendre soin de lui, au même titre qu'on doit prendre soin d'un enfant ou d'un infirme. C'est exactement la même chose. Et on considère qu'un fou a un rôle à jouer dans la société. Donc, il n'a pas de mort civile comme les lépreux. Ça, par contre, c'est une différence par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Les lépreux sont vraiment mis au banc de la société, on n'en parle plus. Tandis que le fou, lui,
il est placé sous curatelle. La société se doit de défendre ses biens et ses intérêts. Et on doit prendre soin de lui. Donc, si ce n'est pas sa famille parce qu'il n'en a plus, ça doit être le voisinage. Par exemple, reprenons le cas de Lancelot. Il y a un chevalier qui passe, qu'il voit dans la forêt comme ça. Le chevalier qui sait se conduire, puisqu'il c'est un homme courtois, il sait qu'il doit le récupérer, en prendre soin et faire en sorte qu'il aille mieux. Alors que les vilains, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du monde de la cour, qui donc ne savent pas se conduire, le roman courtois, il est très manichéen pour ça. Hein. Il y a les courtois, les vilains. Hein, d'accord ? Les vilains, ce sont ceux qui, eux, vont se moquer, qui vont essayer de le frapper. Ça, ce sont les vilains. Le courtois, lui, sait qu'il ne faut pas faire ça et qu'au contraire, il faut faire tout le contraire. Donc c'est celui qui voit en fait l'homme en lui. Voilà. L'homme courtois, c'est celui qui sait reconnaître l'homme dans le fou et en prendre soin. Alors justement, les soins, donc il y a une visée somatique dans les soins. Alors, il y en a des plus ou moins sympas par contre. Donc il y a des choses comme la pose de cautère, pose de ventouse, bon ça va. Le moins sympa, c'est quand même la trépanation, parce qu'il y a cette histoire qu'il faut faire sortir les humeurs. Donc ça, c'est quand même bon, ça c'est bof, mais c'est pas fréquent. Mais on pense que c'est peut-être ça qui fait que dans la littérature, les fous sont tonsurés. Sinon, c'est un petit peu incohérent. On ne comprend pas. Par exemple, quand Tristan veut se faire passer pour un fou, il se rase la tête, il se tonsure. Mais ça n'aurait pas tellement de... Enfin, on ne voit pas trop pourquoi il ferait ça. Et en fait, on pense que s'il fait ça, c'est parce que justement, c'est en fait une espèce de marque qui reste de la trépanation, en fait, du fou. Bon, mais ça, c'est quand même pas le plus commun. En fait, ce qui est le plus utilisé, c'est la pharmacopée. Donc, les décoctions, les emplâtres. Par exemple, Yvain, donc c'est un onguent qui le soigne de sa folie. Lancelot, donc sa mère adoptive, la Dame du Lac, le soigne, pareil, avec un onguent qui le fait dormir. Donc, on s'intéresse aussi au mode de vie. Le frénétique, par exemple, doit être isolé au calme, dans un lieu sombre pour qu'il ne soit pas trop stimulé, alors que, au contraire, celui qui est plus léthargique, lui, il faut le stimuler par de la lumière et du bruit. Et dans tous les cas, on conseille la musique, la musicothérapie. Donc, par exemple, une demoiselle dans le Tristan en prose qui voit Tristan qui est en proie à la plus profonde mélancolie, pendant toute une semaine, elle lui joue de la harpe pour essayer que ça aille mieux. Bon, alors, manque de chance, après, elle choisit le mauvais poème, et puis alors, du coup, il vrille complètement et c'est fini. Bon, c'était pas de chance, mais l'intention était là, et elle a quand même tenu bon une semaine. Et on utilise même la parole d'ailleurs. Par exemple, Idoine guérit Amadas en lui répétant son nom à lui, Amadas, et elle lui dit son nom à elle, enfin en tout cas le rapport qu'elle entretient avec lui. Elle dit Ami-eux. Ami, c'est-à-dire l'amante, enfin l'amie de cœur. Hein. De la même façon, la Dame du Lac, lorsqu'elle soigne Lancelot, lui donne le nom qu'il avait quand il était avec elle et qu'il était enfant. Elle l'appelle Bio trouvé, c'est-à-dire cher et beau, bel enfant trouvé. Et en fait, c'est l'idée de refaire coïncider le malade avec son identité et rétablir le lien avec autrui. Autre remède, le sommeil. Et oui, le sommeil, bien sûr. Donc, il permet alors d'abord de capturer le fou, parce que le fou, il est sans arrêt en train de balader comme ça, c'est pas simple. Il se signale par son instabilité, voire sa violence. Mais c'est aussi, il est montré comme réparateur, c'est-à-dire qu'en fait, la première guérison de Lancelot survient après que la Dame du Lac a réussi à lui donner un onguent, qui est une espèce de somnifère, qui le fait dormir. Et en se réveillant, du coup, il va mieux. Et enfin, on ne peut pas faire non plus l'économie du miracle, hein, parce que il y a quand même de ça, mais en fait, le miracle et le sommeil coïncident. C'est-à-dire qu'en fait, la troisième guérison de Lancelot, puisque donc on est bien d'accord, hein, il est un peu abonné aux crises de folie, il est transporté au palais aventureux, c'est-à-dire au palais du Graal, et il y est transporté et endormi. Et alors, le Graal apparaît, et à son réveil, une fois qu'il a dormi et que le Graal est apparu, alors, il est guéri de sa folie. Alors, plusieurs choix. Soit c'est le Graal qui l'a guéri, soit on considère que le sommeil est miraculeux, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, donc, c'est la guérison possible. Voilà.
C'est sur cette note C'était optimiste. vraiment passionnant, hein. Merci infiniment. Si cette vidéo ne marche pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, c'était passionnant. Il y a tout. Il y a la folie des fous de Normandie, il y a le Moyen-Âge, il y a la légende du roi Arthur, il y a l'amour, il y a la passion, il y a la place des fous qui est celle de gens exceptionnels, de gens d'exception. Les gens d'exception ne peuvent que être fous. Il y a cette notion dans votre présentation qui me semble assez claire. C'est une notion qu'on a toujours aujourd'hui, moi qui personnellement me va parfaitement, même si le mot folie, encore une fois, aujourd'hui est devenu malheureusement, bêtement une insulte, et qu'il est maintenant malheureusement vecteur de psychophobie. Bah, vraiment, c'est passionnant. Merci infiniment. Un petit mot pour conclure? Un petit mot pour conclure, ben, écoutez, soyons fous. Soyons fous, sinon on va devenir dingue. Exactement. Ça marche. Bah, merci infiniment, j'espère vous revoir sur la chaîne. Avec plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.